à toutes et à toutes. Aujourd'hui, je voulais vous présenter la construction et la méthode qu'on a mis en place pour construire de nouveaux indicateurs pour analyser la circularité à l'échelle des composants et des produits pour les matériaux de construction du bâtiment. Avant ça, je voulais quand même faire une petite parenthèse et faire un petit saut dans l'histoire, c'est que et rappeler que l'optimisation du cycle de vie de son produit, c'était une pratique qui n'était pas forcément innovante. Notamment, donc là vous avez à l'écran, un placard qui a été émis en 1778 dans les rues de Bruxelles suite à la démolition d'une dépendance du palais du Coudenberg. Excusez-moi. Donc l'on vendra publiquement le jeudi 2 avril 1778 à 2h après-midi dans le parc de cette ville de Bruxelles une partie de fer, de bois de charpente et autres épanes. Le tout provenu de la démolition de la grotte et de la maison occupée autrefois ci-devant par le Fontenir Mesquins. Donc, dans le passé, on considérait déjà le bâtiment comme une banque de matériaux, et aujourd'hui, on est en train de réfléchir, on est en train de se rendre compte qu'il faudrait recommencer à le faire. Et c'est pour cela qu'on a développé au CSTB des indicateurs pour évaluer, en tout cas, la circularité des produits et composants du bâtiment. Ces indicateurs, comment ils étaient construits? En fait, on a quand même parti d'échanges qu'on a réalisés avec des acteurs prescripteurs, des maîtrises d'ouvrage, des maîtrises d'œuvre, des architectes également, et on a également échangé avec des industriels qui mettent sur le marché aujourd'hui des produits et matériaux de construction du bâtiment. D'un côté maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une forte appétence des acteurs pour ces informations sur la circularité des bâtiments. Est-ce que le produit qu'on intègre dans notre bâtiment va facilement se démonter? Est-ce qu'il va être facilement se recycler? Est-ce qu'on va pouvoir facilement le réemployer? Donc il y a quand même il y avait un réel intérêt de leur côté. De l'autre, il y avait les industriels, en tout cas ceux qu'on avait rencontrés, qui avaient mis en place des efforts d'éco-conception et qui avaient commencé à réfléchir à ces questions-là d'intégration de matières recyclées dans son produit, de comment le produit va pouvoir se déposer plus facilement, etc. Donc il y avait des efforts qui avaient été mis en place. Du coup, nous, on en a conclu de ces échanges-là qu'il y avait, du côté des prescripteurs, en tout cas, un besoin de clés de lecture simplifiées pour avoir une appréciation de la circularité des produits qui vont produire. Donc le fait qu'ils soient facilement recyclables, facilement réemployables. Pour répondre à ce besoin, du coup, le CSTB, comme je vous le disais, a travaillé sur le développement de 4 indicateurs que je vais vous présenter juste après plus en détail pour caractériser ces composants du bâtiment. Un petit point, pourquoi on a choisi de travailler sur des indicateurs? Parce qu'en fait, un indicateur, c'est un outil d'aide, d'évaluation et d'aide à la décision qui permet de synthétiser une information complexe en une information qui est plus simple à apprécier. Bon, là, je pense que les personnes connaissent également la FDES, donc fiche déclaration environnementale et sanitaire. Donc il y avait quand même un point important à souligner, c'est que notre démarche et notre construction des 4 indicateurs, c'est une démarche qui est complètement complémentaire. Dans les indicateurs qu'on va évaluer et que je vais vous présenter, en fait, on se base sur des informations qui sont présentes dans la FDES, mais on se base également sur des informations qui ne sont pas présentes, qui dépendent plus des caractéristiques techniques des produits qu'on évalue. Pour la construction des indicateurs, donc la démarche pour laquelle on en est arrivé là, donc en fait, ça a commencé en 2021, où on a commencé à réaliser des travaux d'études bibliographiques pour définir en fait les indicateurs qu'on a définis. Donc ça s'est basé sur des analyses de normes et d'articles scientifiques. Et en fait, pour vérifier de la robustesse de nos premières ébauches d'indicateurs, en fait, on est allé échanger avec des experts du sujet pour consolider nos travaux, pour avoir un retour terrain de la pertinence des indicateurs qu'on avait proposés. Une fois qu'on avait réalisé ce travail-là et qu'on considérait avoir une base suffisamment solide, on a mis en place un comité de suivi pour définir un référentiel technique qui encadrerait et qui encadre les indicateurs qu'on a définis. Donc c'est un comité de suivi qui a été réuni de façon collégiale, donc on y retrouve des représentants des pouvoirs publics, des industriels, mais également des experts techniques et des acteurs du monde de la construction, donc des bureaux d'études, des assureurs, des maîtrises d'ouvrage. Et une fois qu'on a statué, qu'on a validé dans un référentiel technique nos indicateurs et qu'ils ont été finalisés, on est venu les déployer de façon massive, et donc je vais vous présenter notre démarche un petit peu plus loin dans la présentation, nos indicateurs qu'on a définis sur des familles de produits et d'équipements. Donc ça a été, en fait, et lors de la réalisation de nos indicateurs, en fait, on a réalisé des études de sensibilité pour vérifier que les résultats qu'on obtenait grâce à nos indicateurs étaient cohérents. Donc il y a eu quand même un travail en amont avant ce déploiement massif. Bon, je vous ai beaucoup parlé de ces 4 indicateurs. Concrètement, quels sont-ils?
Il y a un premier indicateur qui vient caractériser l'étape de production du produit, notamment via la caractérisation du contenu en matière recyclée et renouvelable du produit. Il y a deux autres indicateurs qui viennent plutôt caractériser l'utilisation du produit via un indicateur de démontabilité, un indicateur de réemployabilité, où ici on va venir caractériser l'allongement de la durée de vie du produit. Et enfin, il y a un indicateur de fin de vie à travers un indicateur de recyclabilité, où on vient évaluer les opportunités de recyclage en fin de vie du produit. Et comme vous pouvez le voir, et donc vous avez dû comprendre où est-ce qu'on voulait en venir, ces 4 indicateurs, ils ont pour objectif de couvrir l'intégralité du cycle de vie du produit à travers l'étape de production, son utilisation et sa fin de vie. Aujourd'hui, ces 4 indicateurs, on les a définis. Enfin, le premier indicateur qu'on a évalué, donc celui qui considère plutôt sur les matières entrantes, il y a un indicateur de contenu en matière recyclée et renouvelable où tout simplement on va venir s'intéresser au taux de matière recyclée du produit et son taux en matière renouvelable. La démontabilité, comment on l'a définit? Donc ça, c'est un élément qui est assez important. On l'a définit comme la capacité que le produit qu'un produit a à être démonté sans l'endommager afin de faciliter son réemploi ou son recyclage. Il y a également un indicateur de réemployabilité. Donc ça a été défini plus tôt ce matin, mais nous, je vais le rappeler du coup, qui est la capacité qu'a un produit à être utilisé de nouveau à l'issue de son cycle de vie dans un usage identique pour celui pour lequel il avait été conçu. Et enfin, notre dernier indicateur, l'indicateur de fin de vie, l'indicateur de recyclabilité, on l'a défini comme la capacité du produit à intégrer une filière de recyclage afin d'être effectivement recyclé. Je vais vous présenter du coup, à travers cette slide, bon, à la base il devait y avoir des animations, mais il y a eu des petits pépins en route, mais je vais quand même vous présenter du coup comment sont définis ces différents indicateurs. L'indicateur de démontabilité, en fait, on l'évalue à partir de 5 critères. On vient regarder le type de connexion qui relie le produit à l'ouvrage, concrètement, comment le produit est fixé. Est-ce qu'il est fixé mécaniquement par des vis qui sont facilement démontables? Est-ce que c'est des liaisons chimiques permanentes? Par exemple, le produit a été collé ou a été coulé dans l'ouvrage. Notre deuxième critère pour évaluer l'indicateur de démontabilité, c'est l'accessibilité et la visibilité de ces connexions. Lorsqu'on va vouloir déposer le produit, et pour pouvoir le déposer proprement, il va falloir pouvoir accéder à ces connexions. Et donc, notamment, on vient regarder si les connexions sont directement accessibles, si on peut y accéder en endommageant l'ouvrage, ou, par exemple, dans certains cas, donc les cas les plus contraignants, on ne pourrait pas accéder à ces connexions. Il y a également un critère de manutention. Concrètement, on vient regarder la masse et le volume du produit. Sur un chantier de démolition, en fait, si un produit va être plus lourd, plus difficile à transporter, en fait, ça va venir impacter le temps nécessaire à le déposer proprement. Et donc, du coup, derrière, il y a des questions de modèle économique également qui rentrent en jeu dans cet indicateur. Il y a également un indicateur d'expertise de démontage. Ici, on vient regarder quelle est l'expertise nécessaire au démontage pour pouvoir déposer le produit sans l'endommager. Est-ce qu'il faut être un expert technique formé sur le sujet ou est-ce que tout le monde peut le faire? Et enfin, et je ne l'ai pas forcément bien précisé, ces 4 indicateurs, ils ont pour vocation d'évaluer les produits d'industriels. Ici, dans ce dernier critère, on vient regarder la stratégie que l'industriel a mis en place pour faciliter la démontabilité de son produit. Est-ce qu'il propose un schéma de dépose de son produit? Est-ce qu'il donne comme information les outils nécessaires à déposer au produit, etc., etc. Pour ce qui est de l'indicateur de réemployabilité, on l'a défini sur 7 critères. Le premier critère qu'on utilise pour l'évaluer, et de manière assez intuitive, c'est notre indicateur de démontabilité que je viens de vous présenter. Concrètement, avant de réemployer un produit, il faut pouvoir le déposer sans l'endommager. On vient s'intéresser également à l'état de développement de la filière de réemploi du produit. Donc pour ça, on se base sur des informations issues de l'ACV du produit, donc sur la F2S d'un produit, qui donne des informations via l'indicateur ACV composant destiné à la réutilisation. On vient également, et donc on en a un petit peu parlé ce matin, sur les questions d'assurabilité, regarder s'il existe un guide méthodologique d'évaluation des performances en vue de réemploi. Aujourd'hui, comme ça a été évoqué de nombreuses fois ce matin, une des principales barrières à la fiabilisation et à la massification du réemploi, c'est les questions d'assurabilité du réemploi. Et donc, au CSTB, et à travers le projet Spirou notamment, nous, on développe des guides méthodologiques pour encadrer ces pratiques de réemploi et pour pouvoir, en tout cas, rassurer sur les performances des produits lorsque les produits ont été déposés de façon propre. La question de la durabilité du produit est également évaluée dans cet indicateur de réemployabilité. Il y a également ce matin la question du stockage qui a été évoquée par Mobius. Donc dans cet indicateur de réemployabilité, on vient également regarder en fait quelles sont les conditions de stockage nécessaires pour
pour réemployer le produit. Est-ce que le produit peut être stocké directement en extérieur? Est-ce que le produit peut être stocké sous conditionnement spécifique en intérieur? Ou, dans les cas les plus contraignants, le produit doit être stocké à l'abri des intempéries et avec de l'humidité contrôlée, par exemple. Les deux derniers critères, c'est des critères qu'on va également retrouver dans l'indicateur de recyclabilité. En fait, on vient regarder les substances qui sont présentes dans le produit, les substances dangereuses qui sont présentes dans le produit, qui pourraient faire barrière au futur réemploi. Aujourd'hui, c'est assez intuitif de se dire que c'est impensable même de réemployer un produit qui contiendrait de l'amiante. C'est pour donner un exemple. Donc ici, dans ce critère-là, on vient regarder si on a établi au CSTV, en tout cas, il y a des listes réglementaires qui existent sur les substances suspectées comme dangereuses. Donc ici, on vient demander à l'industriel s'il intègre dans son produit des substances suspectées comme dangereuses qui pourraient être interdites dans le monde de demain et du coup faire barrière au réemploi de demain. Et enfin, le dernier critère, c'est un critère de traçabilité de l'information. Donc, ça a été également évoqué par Madame Bertin lors de la table ronde. Les questions de traçabilité de l'information, c'est des éléments importants dans le futur réemploi du produit, parce que lorsqu'on va déposer le produit, il faut avoir des informations sur les performances auxquelles le produit répondait. Il faut également avoir des informations sur les éventuelles substances dangereuses que le produit dans lequel il était constitué. Enfin, dernier indicateur que je vais vous présenter sur cette slide, c'est l'indicateur de recyclabilité, donc basé sur 5 critères. Un premier critère, c'est un indicateur de démontabilité, mais celui-ci va peser moins dans le calcul de l'indicateur que pour le réemploi, par exemple. Un deuxième critère, c'est la séparabilité à l'échelle matière en catégorie de déchets. Donc ici, dans ce critère-là, on vient considérer qu'un produit, c'est la somme des matériaux qu'il compose et qui doivent être séparables pour pouvoir être recyclés dans leur filière de valorisation respective. On vient s'intéresser en troisième critère à l'état de développement de la filière de recyclage. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de communication vis-à-vis du fait qu'on a un produit qui est par exemple 100% recyclable, mais si derrière il n'existe pas de filière de recyclage par exemple sur le territoire français, ben, ça va rendre son recyclage en tout cas impossible. Donc on vient évaluer ça à partir d'informations de la F2S également. Et je ne vais pas vous les représenter, mais on a les mêmes problématiques de substances dangereuses dans la matière pour le recyclage que pour le réemploi. On ne veut pas forcément recycler de la matière qui contiendrait des substances qui pourraient être interdites demain. Un élément également très important dans les indicateurs qu'on a évalués, c'est qu'en fait, un même produit, lorsqu'on va venir l'évaluer, donc là, c'est illustré par un panneau isolant en laine de roche, l'évaluation de sa circularité, enfin, un produit va avoir plusieurs usages, excusez-moi, dans un bâtiment. Donc ça, c'est un produit que j'ai pris de la base Acermi. Un même produit est catégorisé sur 3 usages différents, l'isolation sous bardage ventilé, l'isolation entre solives et la contre-cloison isolante de plâtre. Et vous avez bien vu que dans les critères que je vous ai présentés, il y a des critères qui dépendent de l'intégration du produit dans l'ouvrage. Donc en fait, les indicateurs qu'on a développés, ils doivent être déclinés en fonction de tous les différents usages du produit. Donc en fait, un même produit va avoir plusieurs évaluations en fonction de leurs usages. Donc voilà, comme je vous le disais, un produit... par exemple, l'isolation sous bardage ventilé, la question d'accessibilité et d'outils nécessaires à la dépose ne vont pas être les mêmes que pour une isolation entre solives où on va pouvoir directement accéder au rouleau d'isolant. Et par exemple, en dernier exemple, c'est la contre-cloison en plaque de plâtre. Et lorsqu'on vient en fait appliquer nos indicateurs, donc je ne vous ai pas forcément présenté la méthode de calcul, je vous ai juste présenté les critères derrière, mais en fait on obtient ces résultats-là et on voit bien que pour l'isolation entre solives, le produit qui était directement accessible, en fait on obtient une meilleure évaluation que pour les 2 autres usages où ça avait l'air un petit peu plus compliqué pour les déposer parce qu'ils étaient intégrés dans la façade, parce qu'ils étaient intégrés dans une cloison. Pour simplifier la lecture, les indicateurs qu'on propose, et l'idée initiale c'était bien de proposer une clé de lecture simplifiée plutôt que proposer une note un petit peu barbare, nous on vient attribuer une lettre A, B, C, D ou E en fonction de où se situe le produit. Donc notamment par exemple sur les questions de démontabilité, on obtient la note maximum lorsqu'on a une note supérieure à 0,8 vis-à-vis du calcul de notre indicateur. Aujourd'hui, ces travaux-là, comme je vous le disais, ça dépend à la fois du produit qu'on évalue, de ses différents usages dans le bâtiment, des différents matériaux qu'il constitue, et également des différentes fixations des produits. Donc en fait, on est en train de réaliser, et c'est des travaux qu'on mène cette année, un déploiement massif de nos indicateurs sur des familles de produits. Donc là, vous avez un exemple pour la famille de produits isolation thermique par l'intérieur. On est venu s'intéresser à tous les usages qu'on pouvait avoir pour des panneaux isolants,
tous les matériaux qui constituaient, toutes les formes et tous leurs modes de fixation. Donc là, ce que vous voyez, pour chaque croix que vous voyez à l'écran, c'est un produit type pour lequel on est venu appliquer nos indicateurs. Donc nos produits types, qu'est-ce que j'entends par là? Donc, comme je vous le disais, c'est la combinaison famille de produits, typologie du produit, usage, matériaux et fixation. Donc comme je vous le disais, on a réalisé du coup cette caractérisation de couple produit, emploi, fixation qui ont un impact sur la circularité du produit sur différentes familles de produits et on est venu appliquer nos indicateurs dessus. Aujourd'hui, il y a du coup, on a travaillé sur 7 familles de produits, donc les revêtements de sol pour lesquels on a identifié 41 produits types, les bardages pour lesquels on a identifié 26 produits types, les menuiseries, les isolants, les cloisons, les flots plafonds et les éléments de couverture. Et toutes ces informations-là et ces déclinaisons-là, ces travaux qu'on a menés, en fait, ils sont directement accessibles sur le site du CSTB Évaluation. Donc il y a une page directement accessible où on retrouvera en fait l'évaluation de nos indicateurs sur ces produits types. Bon. Aujourd'hui, cette évaluation et ces indicateurs qui ont été déployés, ils intègrent ce qu'on appelle EcoScale, donc c'est un service que propose le CSTB, donc c'est une nouvelle évaluation que le CSTB a lancée en avril. Donc EcoScale, l'évaluation environnementale de la circularité. Et l'idée, c'est qu'on demande aux industriels de nous fournir des informations complémentaires pour pouvoir évaluer leurs produits, comme on l'a fait pour les produits types. Et derrière ça, lorsqu'un industriel aura évalué son produit, il pourra intégrer la base de données et pourra être comparé aux autres produits types et éventuellement être comparé aux autres produits d'industriels. Merci de votre attention et n'hésitez pas à poser des questions. Alors, est-ce que nous avons des questions dans la salle? Oui, madame? On va vous apporter un micro. Si vous pouviez vous lever pour qu'on puisse vous voir. Bonjour, j'aime beaucoup vos indicateurs. Il se trouve qu'il y a quelques mois, j'ai rencontré un fabricant d'isolants et justement, je lui parlais comment on fait pour pouvoir réemployer ces isolants. Et une des problématiques qui s'est posée, c'est que les isolants posés depuis 50 ans ne sont pas tracés. Donc on ne sait pas de quelle marque ils sont, ils ne savent pas quand ils ont été posés. Or, on sait qu'un isolant, dans le temps, sa capacité thermique diminue. Et je n'ai pas vu dans votre indicateur la prise en compte de la péremption du produit, entre guillemets, le fait que sa qualité diminue avec le temps. Alors, aujourd'hui, en fait, les questions de maintien de performance dans le temps, c'est plus des sujets qui sont en lien avec la durabilité du produit, sa capacité à justement avoir ce maintien de performance. Aujourd'hui, dans notre indicateur de réemployabilité, on a un critère qui est durabilité du produit. C'est vrai que c'est qu'un critère sur tout l'indicateur. C'est pour ça qu'en fait, on est en train de travailler, et on est bien conscient que c'est un très gros sujet, les questions de durabilité. On est en train de travailler sur un 5e indicateur, qui est un indicateur de durabilité du produit, et qui intégrerait justement ces questions de conservation de la performance dans le temps, par exemple. Merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce que vous avez une autre question éventuellement dans la salle? Non? Écoutez, je vous propose que... Merci. Vous pouvez bien sûr applaudir Monsieur Benamor.